Bonjour, lors du dernier cours, nous avons vu que l'alimentation était liée fortement à notre santé. Et oui, première chose, nous avions vu qu'effectivement, nous pouvions savoir que suivant l'âge et suivant l'activité physique, il y avait des besoins différents. C'est ce que montrait ce tableau. Et d'ailleurs, dans ce tableau-là, vous aviez eu à calculer une ration énergétique. On s'était rendu compte que c'était relativement complexe. D'abord, il faut connaître la composition de tous les aliments en glucides, lipides et protéines. Il faut aussi peser tous les aliments, puis calculer les apports, etc. C'est pour ça qu'il est relativement complexe de suivre un régime strict et équilibré. C'est d'ailleurs un métier, le métier de nutritionniste. Mais ce n'est pas tout. Nous avons vu aussi que l'obésité pouvait avoir des sources différentes de l'alimentation. Première chose, les sources génétiques. Effectivement, si vos parents sont sujets à l'obésité, il est plus que probable que vous aussi vous ayez des problèmes de santé là-dessus. Regardez vos parents, vous pourrez surveiller les problèmes de santé que vous pourrez avoir un jour, peut-être. Nous avions vu aussi que le stress pouvait avoir un effet sur l'obésité. Oui, le fait d'être stressé, de manquer de sommeil, de faire toujours les choses au dernier moment. Oui, le fait d'être stressé peut augmenter l'obésité. Et enfin, dernière chose que nous avions vu, les revenus peuvent avoir une influence sur l'obésité. Oui, parce qu'en fait, la plupart des calories qui sont peu chères sont de mauvaise qualité. À savoir, si vous avez des revenus plus faibles, vous allez avoir tendance à acheter des aliments de moins bonne qualité et donc cela peut augmenter l'obésité. C'est pour ça, et c'est ce que nous avons vu en fin d'heure, que l'État avait mis en place le PNNS, le plan nutritionnel national de santé, le plan national de nutrition santé. Oui, toutes ces petites publicités là qui passent et qui vous rappellent qu'il faut bien manger. Bon, ça fait pas en sorte que les prix baissent, mais en tout cas, l'information est là. Donc maintenant, vous le savez, alimentation et santé sont très liés, sont même imbriqués l'un avec l'autre. Ce que vous mangez va avoir une influence sur votre santé et en direct. Donc vous pouvez noter à la suite du cours, il existe un lien important entre nutrition et santé. À la ligne, quand nos apports alimentaires sont trop importants ou trop faibles par rapport à nos besoins, cela provoque l'apparition de maladies nutritionnelles. Point à la ligne. On peut citer, deux points à la ligne tiré, le diabète lié à une quantité de sucre trop importante dans le sang, virgule, à la ligne tirée, l'obésité liée à une quantité de graisse trop importante dans le corps, virgule, à la ligne, des problèmes de croissance à cause d'apports trop faibles. Point. Sauter une ligne. Les apports doivent être équilibrés en quantité, entre parenthèses en kilojoules ou kilocalories, mais aussi en qualité, ouvrez la parenthèse, glucides, virgule, lipides et protides, fermez la parenthèse, pour éviter des problèmes de santé. Sauter une ligne. Oui, parce que c'est important. Non seulement il faut faire attention à la quantité de nourriture, pas trop manger, mais aussi ne pas assez manger, oui, parce que là vous auriez des carences, mais il faut faire aussi attention au type de nourriture, parce que vous pouvez très bien manger à satiété, ne pas avoir faim, avoir la bonne quantité, mais avoir une répartition inégale. Vous auriez assez d'énergie, mais pas assez de protéines, par exemple. Assez d'énergie, mais trop de lipides, ce qui arrive notamment quand on mange dans des chaînes de restauration rapide. Enfin, quand on y mange trop souvent. Si vous êtes curieux, il y a un film qui s'appelle Super Size Me, que je ne peux pas mettre ici parce qu'il est très long, mais qui est très intéressant, qui montre ce qu'un journaliste a fait quand il a mangé 1 an à tous les repas chez McDo. C'est étonnant comme résultat. Même si on se doute de ce que ça peut être, ça va au-delà de la prise de poids. Il y a d'autres maladies qui se mettent en place, la destruction de son foie, etc., etc. Donc, si jamais vous êtes curieux ou vous avez du temps à perdre, n'hésitez pas à aller voir ce reportage. Allez, notez à la suite du cours. Prendre de bonnes habitudes alimentaires, ouvrez la parenthèse, repas variés, virgule, pas de grignotage, virgule, activité physique, 3 petits points, fermez la parenthèse, permet de prévenir les maladies liées à l'alimentation et ainsi de préserver la santé des personnes. Point. C'est pourquoi il existe des dispositifs comme le Plan National Nutrition Santé, ouvrez la parenthèse, www.mangerbouger.fr, fermez la parenthèse. Donc vous le voyez, même en France, on peut souffrir de malnutrition. Alors la malnutrition, c'est pas que le fait de pas assez manger, c'est ce que vous présente la vidéo juste après. On se retrouve pour une conclusion après cette vidéo. Allez. Le terme de malnutrition n'apparaît qu'au milieu du XXe siècle. On définit alors cette maladie à facettes
comme le déséquilibre de l'état nutritionnel causé par l'insuffisance ou l'excès d'un ou plusieurs nutriments essentiels. Mais l'histoire ne retient que la forme extrême et tragique de la malnutrition, la famine. Liée aux guerres, aux maladies et au changement du climat, la famine harcèle les peuples depuis toujours. Les pédiatres sont les premiers à s'intéresser à la malnutrition à travers le cas de l'enfant. Au début du XXe siècle, le professeur Antoine Marfan, l'un des pères français de la pédiatrie, décrit un état qu'il appelle atrepsie, littéralement l'enfant sans croissance. La Seconde Guerre mondiale, ses effets dévastateurs sur l'état nutritionnel des populations européennes, en particulier les Juifs du ghetto de Varsovie et les prisonniers de guerre, accélèrent l'étude de la malnutrition. À partir de 1945, le médecin anglais John Waterlow, spécialisé dans la malnutrition des enfants, enquête sur les causes du syndrome de Kwashiorkor, le tristement célèbre enfant squelettique au gros ventre. Il établit également une classification des différents degrés de malnutrition, du retard de la croissance chez l'enfant au dépérissement. La classification Waterlow aura une grande influence sur les futurs acteurs de la nutrition dans le monde. Il faut attendre la fin du XXe siècle pour que la prise en charge médicale de la malnutrition s'affirme. En 1993, les grands chercheurs internationaux et les ONG spécialisées dans les problèmes de malnutrition s'accordent sur le besoin d'un protocole pour traiter la malnutrition aiguë sévère. Une poudre de lait énergétique serait la pierre angulaire de ce nouveau protocole. L'entreprise Nutricet y travaille et met au point le F100, premier lait thérapeutique prêt à diluer. Il sera testé avec succès au Rwanda en août 1993. Mais on cherche une alternative encore mieux adaptée aux conditions de terrain et un produit que les pays concernés pourraient fabriquer eux-mêmes. On y parvient en 1996 avec un mélange d'arachide, de sucre et de lait. C'est l'invention de la première pâte nutritive prête à consommer. Le corps absorbe, assimile, puis transforme des aliments pour fabriquer de l'énergie et de la chaleur. La malnutrition, selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, est un déséquilibre entre les besoins du corps en énergie et l'apport effectif de substances nutritives. Les enfants sont les plus vulnérables, car leur organisme en plein développement a des besoins bien spécifiques. Tant qu'ils sont allaités, les bébés de 0 à 6 mois reçoivent une alimentation complète. Une fois sevrés, les risques de malnutrition apparaissent. Il existe plusieurs formes de malnutrition. La malnutrition chronique est la persistance de carences alimentaires qui ralentissent la croissance physique et mentale de l'enfant. La malnutrition aiguë est une pathologie souvent conséquente d'une famine. Quand l'alimentation des enfants ne permet pas au corps d'assurer ses fonctions vitales, le corps consomme ses propres tissus, gras ou muscles. Dans un premier temps, on parle de malnutrition aiguë modérée. Si elle se poursuit, elle va évoluer vers une forme sévère, mortelle pour l'enfant. La malnutrition aiguë sévère peut prendre deux formes. La plus courante est appelée marasme. L'enfant squelettique a perdu graisse et muscles. La seconde forme de malnutrition aiguë sévère est le Kwashiorkor. Le Kwashiorkor, c'est l'enfant famélique au gros ventre que tout le monde connaît. L'enfant fait de la rétention d'eau, des œdèmes apparaissent sur ses pieds et dans le pire des cas, sur tout son corps. Il se déclare par exemple chez un enfant trop brutalement sevré au moment où son cadet le remplace au sein de la mère.
Son système immunitaire s'affaiblit, il devient vulnérable aux maladies infantiles. Les scientifiques pensaient que le kwashiorkor était dû à une carence en protéines associée à une infection. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait précisément pourquoi il se développe. Donc vous le voyez, la malnutrition peut avoir plusieurs aspects, n'existe pas que dans notre pays, a un historique et c'est à chacun de faire attention à ce qu'il consomme pour éviter ce genre de problème. La prochaine fois, nous verrons que non seulement l'alimentation est liée à la santé, mais elle peut être liée aux efforts physiques ou mentaux que l'on peut faire, mais ça, ce sera le sujet du prochain cours. Allez, au revoir et à bientôt.